Hello à tous et bienvenue dans Inside Banking, le podcast qui fait décoller ta culture financière. Je suis Richard Michaud, j'ai 30 ans et je suis Top Voice Finance sur LinkedIn. Dans Inside Banking, le podcast, je te partage ma passion pour le secteur financier et je donne la parole à des acteurs de la finance au parcours inspirant qui portent des valeurs fortes et vont t'apporter des éclairages sur les grands enjeux du secteur. Pour ne louper aucun épisode, abonne-toi sur tes plateformes d'écoute préférées. Si tu aimes le podcast, laisse-moi un avis 5 étoiles et partage cet épisode à au moins 3 de tes contacts. Avant qu'on commence l'épisode, je veux te parler de Saxo Bank, mon partenaire de confiance pour gérer mes investissements. Saxo, c'est une plateforme d'investissement et de trading complète qui propose une large gamme de produits financiers à plus de 1,4 million de clients dans le monde. Le tout avec des frais ultra compétitifs. L'application est intuitive et conviendra aux néo-investisseurs comme aux investisseurs les plus aguerris. À titre perso, j'y détiens mon compte titre et mon PEA. Saxo, c'est un acteur présent partout dans le monde et régulé au niveau européen. Alors, si tu veux ouvrir ou transférer ton compte titre ou ton PEA, Saxo Bank est le bon choix pour toi. Je t'ai négocié un code de parrainage Inside Banking qui te donne droit à 500 € de frais de transaction offerts pendant 3 mois. Tu trouveras le code en description de l'épisode. Il suffit de t'inscrire en suivant le lien pour en profiter. Ça prend quelques minutes et ça se fait sans aucune friction. Je te signale que ceci est une collaboration commerciale choisie avec le cœur. Investir comporte des risques. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside Banking, le podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un invité de marque qui est Ronan Lemoine. Alors Ronan, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore dans le podcast, mais comme j'ai un auditoire avec beaucoup de personnes très cultivées sur les sujets économiques, financiers, notamment bancaires, je pense qu'il y en a une bonne partie qui te connaissent. Tu as un parcours très riche dans la finance, notamment dans la banque, parce que tu as beaucoup œuvré au sein du Crédit Mutuel. Alors plutôt le côté breton, Crédit Mutuel Arkea. Tu as été patron de Fortuneo, tu as été le dirigeant du Crédit Mutuel Arkea entre 2008 et 2020, donc c'est une période quand même très longue. Et puis plus récemment, en 2020, tu as un petit peu changé de braquet, on va en parler aujourd'hui, parce que tu as cofondé un fonds à impact qui s'appelle Épopée Gestion. Donc on va parler justement d'impact, ça veut dire quoi, comment on le mesure, c'est quoi l'investissement à impact, aussi de régionalisme, parce que c'est un fonds qui est ancré sur un territoire, parce que tu es breton, on en parlera. Et pour l'anecdote aussi, je connais 2 Bretons, donc un premier qui s'appelle Ronan et un deuxième aujourd'hui qui s'appelle aussi Ronan. Donc il y a vraiment un truc avec les Ronans en Bretagne. Donc on va parler de tout ça, on va parler de ton parcours, on va parler de la banque, on va parler de l'investissement impact. Et donc si tout ça te convient comme programme, je te propose tout de suite une première question très simple. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs du podcast ? Bien sûr, bonjour Richard. D'abord, écoute, moi pour me présenter, j'ai donc Ronan Lemoine, effectivement, donc breton, finistérien de Finistère-Nord, avec un prénom et un patronyme pareil, c'est vite deviné. Passe pas incognito. Voilà, exactement. J'ai 53 ans, je suis marié avec une femme qui s'appelle Sophie. J'ai 2 enfants qui s'appellent Jeanne et Noé, qui sont grands maintenant, qui sont 22 et 19 ans. L'une est musicienne et l'autre est encore en train de faire des études. Et effectivement, j'ai grandi une bonne partie de ma vie à la pointe du Finistère à Brest, jusqu'à mes 20 ans. J'ai fait ma prépa et derrière, j'ai ensuite enchaîné sur l'école de commerce. Et puis ensuite, je suis arrivé effectivement au Crédit Mutuel de Bretagne en 1995. J'ai fait 25 ans de ma carrière avant d'arriver ensuite chez Épopée Gestion, on en parlera tout à l'heure. Donc, et je suis un passionné de vélo, fou de vélo. J'ai fait du vélo à assez haut niveau quand j'étais jeune, de vélo et de vin. Alors, je sais pas, je dirais pas que c'est incompatible. Je dirais simplement quand on fait du vélo, faut pas abuser du vin, mais on peut très bien apprécier quelque chose sans en abuser. Donc, j'essaie de trouver le bon équilibre entre les deux. C'est dur d'être très bon dans les 2 parties. Exactement. En tout cas, tu es très bon dans les 2 parties. Je pense qu'il y a une des 2 parties, vélo en l'occurrence, qui s'arrête assez vite. Très bien, mais alors, je ne sais pas si tu as vu ça, mais lors d'un précédent épisode récent, j'ai reçu Daniel Ball, donc, qui est le président actuel du groupe Crédit Mutuel. Et lui aussi est un passionné de vélo. Alors, je ne sais pas s'il y a, pour être dirigeant au Crédit Mutuel, je ne sais pas s'il faut être un fan de vélo ou si c'est une coïncidence. Je sais pas. En fait, ce qui est marrant dans ce que tu dis, c'est que Daniel Ball, en fait, moi, j'ai commencé le vélo, j'avais 12-13 ans. Daniel Ball était président de la Fédération française de cyclisme à l'époque. Donc, quand moi, je venais Daniel Ball à la télé, j'avais 14 ans, à l'époque où Bernard Hinault, en 85, gagnait le Tour de France. Tu le voyais avec la casquette vélo. Voilà, je l'ai recroisé plus tard. Je parle régulièrement à Daniel Ball, alors qu'il était dirigeant d'un groupe bancaire. Ce qui m'a fait bizarre d'ailleurs, parce que quand j'étais jeune, je n'imaginais pas qu'on puisse passer d'un secteur si passionnant comme le vélo pour revenir à un secteur qui est certes passionnant, mais tellement différent qu'est la finance. Donc effectivement, je ne sais pas s'il faut être passionné de vélo pour être financier, mais en tout cas, je remarque qu'il y en a quelques-uns. Et alors le vélo ou le sport de manière plus générale, est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé justement dans ton parcours? On va parler de ce que ça veut dire être dirigeant d'un groupe bancaire. C'est quelque chose qui a été un moteur pour toi? Tu vois des similitudes entre le vélo et le monde de l'entreprise?
Plus que m'aider, je pense que ça m'a construit. Ça que je pense que quand je le dis souvent maintenant avec un peu d'histoire, parce que à mon âge, je peux commencer à dire que j'ai un peu d'expérience. Je pense que c'est pas un hasard si j'ai fait ce sport. Je pense qu'il correspond à des choses que j'ai fondamentalement en moi. Ça, j'ai effectivement un esprit de compétition, je pense. J'espère bien placé, c'est la compétition qui aime gagner, mais accepte la défaite pour mieux gagner demain. Mais je pense qu'effectivement, c'est un sport qui m'a construit parce que c'est un sport qui est à la fois un sport de compétition, un sport d'abnégation, un sport d'humilité. Et sur un vélo, on trouve toujours plus fort que soi. Toujours. Il y a toujours un moment où on trouve quelqu'un plus fort que toi. Donc, ça te remet les idées en place assez régulièrement. C'est aussi un sport d'équipe, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. C'est-à-dire que le vélo, notamment le cyclisme professionnel, le montre tous les jours. Tu peux pas gagner si tu n'as pas équipe. C'est un sport individuel qui ne se gagne qu'en équipe. Et ça, quand tu l'as compris, ça te forge beaucoup de valeurs qui m'accompagnent tous les jours dans mon travail. Alors, bien sûr, implicitement, je fais pas de pont systématique entre les deux. En tout cas, je pense que ça m'a construit, ça m'a permis d'avoir une approche de mon activité professionnelle qui soit cohérente par rapport à ces valeurs. Dans ta carrière, est-ce qu'il y a eu des rencontres ou des personnes qui ont été clés, des gens que tu considères comme des mentors? Est-ce que ça t'a aidé à construire, cette carrière-là? Il y a 2 personnes il y en a plein bien sûr qui ont beaucoup compté dans ma carrière. J'ai la chance d'avoir croisé beaucoup de monde dans ma carrière. Je dis souvent d'ailleurs qu'il faut laisser sa chance à la rencontre. Je pense que si j'ai fait quelque chose de bien pendant ma carrière, notamment, c'est d'avoir toujours accepté de rencontrer des nouvelles personnes. Ça, c'est sûr. Et il y a 2 personnes qui ont beaucoup compté. La première, c'est quelqu'un qui m'a embauché dans ce qui s'appelait Crédit Mutuel de Bretagne à l'époque, en 1995. Donc ça date un petit peu. Au-delà du siècle, c'est le millénaire dernier. Donc c'est quelqu'un qui s'appelait malheureusement, ce qui est décédé, Jean-François Hans, qui était à l'époque directeur de l'informatique du CMB, qui m'a recruté sur une terrasse de café au pied de la Tour Gann à La Défense, quand j'étais stagiaire chez Ernst Young à l'époque. Tiens. Exactement, donc j'ai fait un stage de quelques mois là-bas. Et donc Jean-François a beaucoup compté pour moi parce qu'il m'a d'abord fait rentrer dans cette maison qui, je ne le savais pas, me procurerait tellement de joie professionnelle et de capacité d'épanouissement. Donc il a beaucoup compté pour moi. C'est un homme que j'ai suivi très longtemps. Je suis resté très proche d'ailleurs des membres de sa famille, ce qui est assez rigolo j'allais dire sa petite fille, Anne-Claire, qui est aujourd'hui bien plus qu'une petite fille, parce que c'est une femme qui a plus d'une trentaine d'années, qui est avocate, etc., de ses garçons, de son épouse. Bref, c'est un homme qui a beaucoup compté pour moi. Et puis la deuxième personne qui a beaucoup compté, c'est Jean-Pierre Denis, qui était président du Crédit Mutuel Arkea pendant toute la période où j'y étais, parce que c'est lui qui a proposé au conseil que je devienne directeur général. Et Jean-Pierre, je l'ai rencontré en 2007. Et effectivement, m'a proposé de rejoindre la direction générale du groupe en faisant en sorte effectivement de m'offrir une opportunité qui, à 36 ans, était quasiment inespérée pour moi. Il a joué ce rôle, comme il est souvent le grand frère pour moi pendant très longtemps. Et donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté parce je pense qu'il m'a permis, notamment, de repousser mes limites. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est vrai dans le sport et dans le vélo singulièrement. C'est un sport où on repousse ses limites tout le temps. Je pense que lui m'a fait sortir de ma zone de confort, véritablement, très fortement en 2008, pardon, parce que j'avais 36 ans, je dirigeais Fortunio, 40 personnes, et j'allais diriger un groupe de 10 000 personnes. C'est incroyable de devenir dirigeant d'une banque de cette ampleur à 36 ans, c'est exceptionnel. Je suis en retard là, je suis très en retard. Je sais pas si c'est exceptionnel, mais en tout cas, je me rappellerai toute ma vie ce dîner dans lequel, effectivement, je me suis demandé ce qu'allait me proposer cet homme que je ne connaissais qu'à peine, et de devenir DG d'un groupe comme le groupe Arkea, en me disant, mais il va quand même pas me proposer ça. Effectivement, il m'a proposé, c'était une grande chance, c'était une grande responsabilité. Si j'ai mis du temps à dire oui, j'ai réfléchi quelques semaines, parce que j'avais toujours accepté avec beaucoup de plaisir tous les défis qu'on me proposait jusque-là. Et je considérais que ça dépassait largement ma petite personne. Et donc, effectivement, ça a été une chance, une grande responsabilité et une manière de me faire grandir aussi très fortement. Et justement là-dessus, est-ce que tu peux nous retracer brièvement ton parcours au sein du groupe pour arriver à ce poste-là? Quelle fonction tu as exercé? Quelles sont les étapes présentes dans ton parcours pour qu'on arrive à te proposer cette fonction de dirigeant? Crédit Mutuel Arkea, c'est un groupe qui, de toujours, et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, proposait facilement à des jeunes de prendre des responsabilités rapidement. Très, très vite, on te le mettait en situation si tu le voulais. Donc moi, je suis rentré avec Jean-François Hans comme patron à l'époque, à 23 ans, comme consultant interne. On avait cabinet d'organisation interne qui faisait des missions d'organisation sur l'international, sur la salle des marchés, sur comment optimiser tel ou tel process. Bon, j'ai commencé là, j'ai fait ça pendant 2 ans et demi. Et puis ensuite, j'ai été responsable du contrôle de gestion du groupe, qui commençait à devenir celui du groupe, c'est-à-dire qu'il était vraiment naissant à l'époque, et il s'agissait vraiment d'aller mettre en place la partie, ce qu'on appelait à l'époque, alors quand je dis ça, ça fait un peu dinosaure, mais le système unifié de gestion. Donc c'est un truc, donc il y avait la partie IT, remontée d'informations, et puis la partie pilotage de ce qui commençait à devenir un groupe avec plusieurs réseaux de distribution, des filiales de fabrication, des filiales de distribution. Donc bref, mettre tout ça en place pendant 3-4 ans. Et ensuite, j'avais émis le souhait d'être
j'avais 28 ans, je pense, d'être dans une équipe de direction d'une filiale du groupe. Et donc, j'ai été directeur financier et technique sur Avenir pendant 4 ans. Et je l'ai fait en 2001 à l'époque. Juste après 2000, chacun se souvient, la chute des marchés financiers, les gros enjeux qu'avaient les assureurs pour recréer de la valeur sur les actifs généraux des compagnies. J'ai fait ça pendant 3 ans et demi, 4 ans, ce qui a été pour moi la première expérience de management conséquent. J'avais 35-40 personnes dans mes équipes et d'expérience de comité de direction également. Donc, ce qui commençait à me donner cette vision transversale de l'entreprise, sortir un peu de son seul couloir de nage pour quelque part embrasser tous les sujets de l'entreprise et tous ses enjeux. Donc, j'ai fait ça 4 ans et derrière, je voulais vraiment devenir patron de business unit. Et là, on m'a confié ce qui était à l'époque Symphonis, qui était un des courtiers en ligne, un des 50 courtiers en ligne lancés dans les années 2000, avec un challenge qui était une boîte qui a bien grandi dans l'assurance vie online. C'était les premiers assureurs, premiers courtiers qui lançaient avec Bourseau de l'assurance vie online, no load, comme on l'appelait ça, donc 0% de frais d'entrée. Alors aujourd'hui, c'est assez commun, mais c'était très novateur à l'époque. Mais qui avait une part de marché sur le brokerage online, donc courtage de bourse qui était très faible. Donc le challenge, c'était ou de trouver une occasion de grandir, ou alors de vendre Symphonis. Et donc, comme je suis plutôt quelqu'un qui aime bien les challenges pour faire grandir les objets qu'on me confie, et j'ai à l'époque approché les dirigeants de Fortuneo. Et c'est comme ça que j'ai piloté l'opération de rapprochement de Fortuneo, qu'on a racheté Fortuneo en 2006, que j'en suis devenu le patron et que je l'ai fait grandir jusqu'à ensuite que Jean-Pierre Denis me propose, sans doute en ayant vu mon parcours de dirigeant de Fortuneo, ce que j'avais fait. Tu as démontré, tu as fait des preuves, parce que Fortuneo, pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est un très bel acteur, même de la banque en ligne. Maintenant, plus généralement, tu as parlé de brokerage au départ, c'est la deuxième, en termes de nombre de clients, c'est la deuxième banque en ligne française, filiale d'un groupe, et avec aussi une stratégie assez différenciante de Boursorama sur peut-être assumer de grossir un peu moins vite, mais avec un modèle rentable quasiment from scratch. Exactement, ouais. Donc, un positionnement un petit peu différent, atypique, et qui fait c'est un modèle qui réussit. Ouais, en fait, quand moi je m'en suis occupé à l'époque, on était 40, ça gérait quelques milliards d'encours, c'était très faible en résultat. Et effectivement, on a eu un positionnement assumé de longue date et qu'il a toujours été jusqu'à aujourd'hui, qui était de dire on veut de la croissance rentable. Et aujourd'hui, ça devient un acteur qui est assez gros, parce que c'est présent en France et en Belgique. On a racheté KeyTrade dans l'intervalle quand j'étais DG d'Arkea. Et c'est un acteur qui gère quelques dizaines de milliards d'euros d'encours, qui fait quelques centaines de millions de PNB, qui a un très très beau résultat net et qui autofinance quelque part sa croissance, même s'il a un assureur solide derrière lui. Donc, effectivement, je pense que Jean-Pierre avait vu que j'avais sans doute mis en place les prémices de ce qui permettrait cela, même si beaucoup de ce qui a été fait derrière dépend du talent des équipes en place. Et puis, je pense qu'il avait vu également peut-être des talents de développeurs chez moi. En tout cas, je pense que c'est quelqu'un qui a une très bonne intuition sur les gens. J'espère que c'était le cas. Et qui avait cru déceler chez moi tout ça et qui a donc a voulu prendre quelqu'un de relativement jeune dans une boîte qui avait plutôt pour tradition de faire arriver à la DG des gens qui étaient déjà en situation de direction générale adjointe ou déléguée. Et quand on te propose de devenir dirigeant du Crédit Mutuel Arkea à 36 ans, est-ce qu'on a une forme de syndrome de l'imposteur? Est-ce qu'on se sent prêt? Parce que tu as parlé d'une période de réflexion de plusieurs semaines. Comment tu as processé tout ça? Le driver pour moi, ça a été le suivant, c'était de me dire, et ce que je vais dire là, il faut le prendre vraiment de manière sérieuse. Jusque-là, je m'étais amusé, entre guillemets, ça m'avait confié avec l'insouciance de quelqu'un qui a entre 23 et 36 ans, des postes dans lesquels je m'étais éclaté, j'avais fait grandir les choses, mais sans vraiment penser à l'enjeu qu'il y avait derrière. Je dis pas qu'il n'y en avait pas, il y en avait. Je pense que j'espère en tout cas y avoir répondu avec le sérieux qu'il fallait. Mais là, quand tu as 36 ans, on te demande si tu veux être directeur général d'un groupe bancaire qui compte à l'époque en tout cas 10 000 personnes, qui fait 2 milliards de chiffre d'affaires, qui fait les bonnes années 300-400 millions de résultats. Il y a le poids des responsabilités un petit peu. Ouais, tu te dis, c'est une responsabilité, c'est de diriger un groupe avec des gens qui, pour certains d'entre eux, étaient mes patrons juste avant. Bon, là, c'est quand même, j'y réfléchis beaucoup parce que ça dépassait largement une petite personne. Et comme je dis souvent, faut pas accepter ce genre de job juste pour le plaisir de voir son nom cité dans le journal le lendemain, parce que la réalité, elle commence plutôt le surlendemain. Et c'est là que les ennuis commencent. Et j'avais peut-être pas imaginé tout, parce que franchement, j'avais pas imaginé tout la difficulté du job. Mais j'avais peut-être intuité que c'était effectivement quelque chose de cet ordre-là. Après, le syndrome de l'imposteur, je ne pense pas. Je pense avoir tout fait. Et vraiment, j'ai pas tout fait parfaitement, c'est clair, mais j'ai vraiment mis toute mon énergie, tout ce que je pouvais y mettre comme savoir-faire, j'espère, et vraiment comme énergie pour répondre au mieux aux exigences que le poste imposait. Mais je me suis lancé. D'ailleurs, ça a été pour moi une parenthèse de 12 ans dans ma vie personnelle. Je le dis clairement. C'est pas ce dont je suis plus fier d'ailleurs, mais c'est vrai. Je pense vraiment avoir donné tout ce que je pouvais pour cette boîte et avoir parfois fait des choses. Je sais pas s'il faut dire que je regrette, mais en tout cas que j'aurais peut-être eu envie de faire différemment vu d'aujourd'hui. Compliqué d'avoir un équilibre vie pro, vie perso quand on occupe un poste de ce niveau, c'est ça? En tout cas, ce que je pense, c'est que quand on te demande finalement de faire des performances et quand tu te demandes à toi-même de faire des performances qui sont au-delà de la moyenne de ce que fait le marché,
Ça veut dire qu'il faut y mettre un niveau d'engagement bien au-delà de la moyenne du marché. Parce qu'à ce niveau de poste, il n'y a pas de gens, en tout cas, ça peut arriver, mais c'est très rare d'avoir des gens qui soient pas compétents, on va dire. Mais en général, hein, je parle pas juste du directeur général, je parle de l'équipe. Et donc, si tu veux faire mieux que le marché, bah, il faut un niveau d'engagement qui soit hors norme. Et moi, et en tout cas, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que, et je dis pas encore une fois que c'est la garantie d'un résultat qui, lui, soit hors norme. En tout cas, j'ai vraiment mis tout ce que je pouvais dans cette aventure. Je pense pas qu'il restait beaucoup d'interstices pour faire beaucoup plus. Et effectivement, je pense que c'est aussi pour ça que parfois on a fait des choses très très bien, parce qu'on y a mis un niveau d'engagement qui est bien. Moi, je dis souvent, et je crois beaucoup à ça, je le dis à mes enfants régulièrement. Je te le disais tout à l'heure, j'ai une fille qui est sortie un peu des canons normaux de l'éducation, parce qu'elle se destine à être musicienne et violoncelliste en l'occurrence, avec un parcours un peu atypique. Et je lui dis souvent, et je crois à ça, il y a plus de travail que de talent dans les grandes réussites. Et je pense effectivement que pour réussir, il faut peut-être du talent, un peu, mais il faut surtout beaucoup travailler. Je vais faire un parallèle avec le foot, mais c'est un petit peu le débat entre Messi et Ronaldo qui est le meilleur. Je ne vais pas trancher le débat, mais en tout cas, quelqu'un comme Cristiano Ronaldo, c'est probablement pas la personne la plus talentueuse de base. Par contre, c'est quelqu'un qui a énormément travaillé, qui était toujours le premier entraînement, dernier à partir. Et alors, bien sûr, il faut du talent à la base, mais talent sans travail, ça marche pas. En tout cas, ça marche pas dans la durée pour être au très haut niveau. Totalement d'accord. Une autre question sur le Crédit Mutuel Arkea, pour que les auditeurs se rendent compte, c'est quoi être le quotidien d'un dirigeant d'une grande banque comme ça? Ça ressemble à quoi une de tes journées? Tu arrives au bureau, tu te mets derrière le PC, tu envoies des mails, tu fais des réunions. Ça ressemble à quoi? C'est difficile de faire une journée type ou une semaine type, mais pour moi, c'était d'abord une semaine découpée en 2 morceaux. Je passais 2 jours, 2 jours et demi par semaine à Paris, puisqu'on avait beaucoup de filiales qui étaient présentes à Paris et puis beaucoup de partenaires également, de grands partenaires notamment qui étaient basés à Paris. Donc, faut aller les voir par définition, hein. On va voir ses clients. On attend rarement qu'ils viennent spontanément vous voir. En tout cas, ça, c'est plutôt notre démarche. C'était notre démarche à Jean-Pierre et à moi. Donc ça, c'était un peu mon découpage. Et puis après, dans les journées, moi, je rencontrais beaucoup de monde. Je considérais que mon rôle, c'était de rencontrer beaucoup de monde pour avoir des idées de nouveaux business, de nouvelles tendances à les saisir qui feraient évoluer le monde de la banque. Donc j'ai passé beaucoup de mon temps, je pense que c'était 30 à 40% de mon agenda à peu près. Et puis ensuite, effectivement, il y avait, j'ai envie de dire, beaucoup de choses qui étaient rythmées par des réunions, hein. Là, le secteur bancaire est un secteur qui est quand même très gouverné par pas mal de comités. Donc j'ai travaillé pas mal sur alors, différents comités. Il y en avait beaucoup dans la maison, une bonne trentaine, je pense. Je les faisais pas tous, mais puis les comités de crédit, en passant par les comités des risques, le comité de gestion de bilan, le comité de développement, il y en avait beaucoup que je présidais. Et par ailleurs, j'avais 2 autres activités résiduelles entre guillemets, qui étaient du management, quand même, mon équipe de direction, avec qui je passais beaucoup de temps. Moi, je me considérais comme un sparring partner. Je pense que ce que je sais plutôt bien faire, c'est laisser du champ aux uns aux autres et bien renvoyer la balle. Donc, je me voyais plutôt comme un sparring partner en management, mais j'ai passé beaucoup de temps pour impulser les idées telles que je les voyais et pour être celui capable, effectivement, de renvoyer la balle quand c'était nécessaire. Et puis, par ailleurs, il y avait tout le travail qui est, entre guillemets, un peu travail administratif. C'est que j'étais très sollicité par mail, par les réseaux sociaux, etc. Donc, j'essaye toujours d'ailleurs, c'est pas toujours facile, de répondre ou d'interagir avec tous ceux qui rentrent en contact avec moi. Donc voilà un petit peu comment c'est, de manière très synthétique, comment ça peut être résumé. Et je pense que un des traits caractéristiques peut-être de l'époque où Jean-Pierre et moi-même on a été à la tête du groupe, c'est qu'on a été très tourné vers l'extérieur. On essayait beaucoup de tourner vers l'extérieur. Je dis pas que c'est plus le cas aujourd'hui, hein. En tout cas, nous, c'était notre trait commun. Et donc, on y passait beaucoup de temps et c'est comme ça qu'on a réussi à bâtir pas mal d'alliances, je pense, avec l'extérieur et avec des grands partenaires notamment. Très bien, maintenant j'aimerais qu'on parle plus précisément de la bascule que ce que tu fais maintenant, parce que tu as changé un petit peu de casquette. Tu as fondé un fonds, j'en parlais, dans l'investissement à impact. Est-ce que déjà, première question, tu peux expliquer cette bascule? Je le disais, passer de dirigeant d'un grand groupe à s'enfiler, créer un fonds d'investissement. Quelle a été ta réflexion derrière? Quel a été le parcours pour construire ça? Un parcours, en fait, il a été à la fois simple et long. Simple dans le process et long dans le déroulement. Moi, quand j'ai quitté Arkea, j'avais donc 47 ans. J'ai passé 25 ans. Inutile de te dire, je le redis si c'est pas forcément évident, mais c'est une maison, parce que je l'appelais, j'appelle toujours d'ailleurs maison, pour laquelle j'avais et j'ai toujours énormément d'attachement. C'est dur après 25 ans de quitter un groupe. En fait, ce qui est dur, c'est pas de quitter le groupe avec le recul que j'ai maintenant, ça 5 ans. On va dire que ce soit dur, ça, je pense qu'on est capable, on pourrait revenir peut-être de zapper sur notre activité. Ce qui est dur et ce qui me manque parfois, c'est les gens. Moi, je pense être quelqu'un qui s'est construit d'abord avec des aventures humaines. En tout cas, j'ai essayé de faire ça pendant que j'y étais. Je dis pas que j'ai toujours été bon là-dedans, mais j'ai essayé de construire mon parcours là-dessus. Et donc, j'ai croisé, rencontré, fait des choses avec des gens dans cette boîte qui sont restés comme des empreintes indélébiles dans le bon sens du terme chez moi.
Et donc ça, c'est quelque chose qui, au moment où tu dois appuyer sur le bouton, entre guillemets, vient comme une espèce de rappel à l'ordre en te disant, mais est-ce que tu as vraiment envie de quitter ça? Est-ce que vraiment tu veux quitter cet environnement dans lequel tu étais si bien, que tu as envie tellement de t'épanouir? Donc ça, c'est ce qui explique un peu la longueur des choses. Et puis après, il y a le process. Le process, c'est qu'est-ce qui te fait à un moment donné basculer dans le fait que tu appuies sur le bouton et tu dis, je vais faire autre chose. Pour moi, ça a été deux, trois éléments clés. Le premier, je n'ai jamais caché que je voulais devenir entrepreneur. En tout cas, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête. J'avais la chance de rencontrer beaucoup dans mes fonctions, entrepreneurs du Grand Ouest, hein, d'une part, les officiers en rouleau avec Samsic, le DUF avec la brioche dorée, Hubert de Boisredon avec Armor et pas mal d'autres. Et donc, j'étais inspiré par ces gens-là, comme j'étais inspiré par des gens de digital qui m'avaient montré la voie avant. Et Pierre Kosciusko-Morizet, des Céline Lazorde, des Catherine Barba, Fred Mazella et pas mal d'autres. Et donc j'avais ça en moi. Donc, et je me disais, 47 ans, si tu le fais pas maintenant, ça va être compliqué parce qu'un jour tu vas te dire, j'ai plus intérêt à m'accrocher à mon job actuel qu'à partir faire autre chose. Donc ça c'est, puis ça aurait pas été très glorieux entre toi et moi. Donc je me disais, il faut te mettre, pardonne-moi l'expression, un petit coup de pied aux fesses et te dire si maintenant tu veux le faire, c'est là, il faut y aller. Donc ça c'est une des premières raisons. La deuxième raison, c'est que Jean-Pierre et moi, on avait fait 12 ans ensemble, une aventure magnifique. Le groupe passait un nouveau plan stratégique et je me voyais pas partir au beau milieu du plan stratégique qui allait se mettre en place en expliquant à Jean-Pierre ce qui a été compliqué. Écoute, voilà, on a avancé ça ensemble, comme les deux précédents, mais moi maintenant je vais faire autre chose. Je trouve que c'est pas très correct. Donc, je préférais le faire au moment où le plan stratégique qui s'appelait Arca 2020 arrive à échéance et donc partir dans une transition qui se fasse de manière cohérente pour tout le monde. Et puis la troisième raison, qui est beaucoup plus personnelle, c'est que j'avais envie de partir sur une aventure qui me permette de trouver un meilleur équilibre entre ma vie perso et ma vie pro. Je te le disais tout à l'heure, je pense, et c'est normal, je crois pas qu'on puisse dans ces jobs, en tout cas sur les accepts, faire les choses à moitié. Je pense avoir donné tout ce que je pouvais donner en termes de disponibilité, qu'elle soit dans le temps ou intellectuelle, au groupe Arkea, et je pense que ça m'a pris beaucoup sur ma vie personnelle, et j'ai pas à m'en plaindre. Si on accepte, on en accepte tout, tous les bénéfices, et il y en a eu dans les projets, dans la situation personnelle qui était la mienne, etc. Mais également, il y a les inconvénients. Moi, je voulais trouver un équilibre qui me permette non pas de travailler moins, je pense que je travaille toujours autant aujourd'hui, si ce n'est plus, mais par contre d'avoir une latitude sur ma vie perso supérieure, c'est-à-dire de moins être prisonnier, ce qui encore une fois n'est pas une critique, hein, c'est l'apanage des grands groupes, de moins être prisonnier des contraintes qui sont inhérentes à la direction générale d'une grande maison. Voilà, je voulais retrouver ces espaces de liberté, et souvent, pardonne-moi de la trivialité de ce que je vais dire, mais souvent, quand on me demande est-ce que tu peux illustrer ça par un exemple concret, je donne l'exemple concret suivant, qui peut paraître trivial, mais qui pour moi a beaucoup de valeur, vraiment, et sincèrement. Pendant 12 ans, j'ai dirigé le groupe Arkea, c'est à peu près 500 COMEX. Donc 500 comités exécutifs qui se passaient le lundi matin de 10h à 13h, qui étaient des moments de tension très forte, parce qu'on avait beaucoup de tensions liées aux enjeux des dossiers, aux discussions, et c'est normal qui émanent de ces sujets. On avait un déjeuner qui était expédié en 45 minutes derrière, et puis on repartait pour l'après-midi, et le soir, je rentrais rincé chez moi, mais rincé, vraiment. Et aujourd'hui, j'ai un comité de direction, on est 3, ça dure 3 quarts d'heure, 1 heure. Je suis à 12h15 chez moi et je déjeune avec ma femme et ma fille de quelque chose d'assez frugal et je passe un bon moment. Bah, quelque part, la différence pour moi, et je le dis pas, et encore une fois, je ne regrette pas ce que j'ai fait, mais on s'en fout, mais c'est ça la différence. C'est que je fais beaucoup de choses qui m'intéressent, j'investis beaucoup de mon temps dans les choses qui me passionnent, mais j'ai aussi de la place pour ceux qui comptent pour moi. Voilà. C'est quelque chose aussi, moi, quand je discute autour de moi avec différentes personnes de tout horizon, hein, alors c'est peut-être, moi, c'est peut-être la trentaine, je ne sais pas s'il y a un sujet d'âge, mais le sujet de la gestion du temps, la gestion de son agenda, être maître de ses activités, c'est quelque chose qui revient souvent et d'une certaine manière, je dirais que c'est presque comme du salaire. C'est-à-dire que le temps, ça a une valeur et le temps avec ses proches, évidemment, c'est pas un salaire qu'on vous verse, mais le fait d'être plus maître de son agenda, c'est quelque chose effectivement qui est très appréciable et ça compte et on n'a qu'une vie, voilà. Moi aussi, je veux dire quelque chose de trivial, mais c'est quelque chose d'important. Exactement. C'est exactement ça. Une question maintenant un peu plus précise sur le fonds d'investissement Épopée Gestion. Comment, concrètement, on crée un fonds d'investissement? Comment ça marche? Que tu as commencé de from scratch, c'est quoi les étapes? Bah, en fait, c'est plus qu'un fonds, on a créé une société, parce qu'on a d'abord créé une société de gestion, donc qui s'appelle Épopée Gestion, Oui. qui a une stratégie. Cette stratégie, elle est écrite dans sa baseline d'ailleurs, réinvestir les territoires, avec le double sens du mot réinvestir. Réinvestir au sens investissement financier et réinvestir au sens prendre position dans ce territoire et l'aider à grandir. Donc c'est comme ça, nous dynamiser le territoire auquel on s'adresse, qui est le Grand Ouest. Et donc on a comme vision
quelque part, de dire que l'investissement et l'accompagnement des entreprises sont un bon moyen de répondre aux enjeux économiques, sociétaux, environnementaux auxquels on va faire face dans les années qui viennent. Donc, c'est d'abord de ça qu'on est parti. Et ensuite, on s'est dit, derrière, société de gestion, ça gère des fonds. Donc, quelles sont les stratégies qu'on va mettre en œuvre? Et on a réfléchi aux stratégies qui faisaient du sens par rapport à cette baseline pour investir dans les territoires. Et il se trouve que, on pourra le développer si tu souhaites, mais le digital, le capital investissement, l'immobilier, les infrastructures sont des sujets qui ont une place prépondérante dans les années qui viennent pour faire en sorte que des écosystèmes régionaux se développent et qu'on trouve un meilleur équilibre entre les grandes métropoles et les territoires. Donc en fait, on est parti d'une vision et on l'a déclinée en répondant à des problèmes qu'on adresse par des fonds qui viennent à la fois financer et accompagner les structures auxquelles on s'adresse. Voilà comment on s'y est pris. Je vais dire ceci simple que ça. Très bien, on va en parler juste après, mais avant cela, je te propose qu'on fasse la section Speed Questions. Donc les Speed Questions, pour les auditeurs du podcast fidèles, ils connaissent très bien cette section. Elle est souvent très appréciée par les auditeurs, peut-être moi, par les invités, parce que ça oblige à prendre position et à faire des réponses courtes. C'est pas facile pour tout le monde. Donc je vais te poser une série de questions qu'elle faut répondre par oui ou par non, ou prendre position sur le sujet. Est-ce que tu es prêt à jouer le jeu? Bien sûr. Alors c'est parti. Première question. Est-ce que les banques en font assez sur l'investissement à impact? Je pense qu'elles elles en font beaucoup, mais je pense que ça n'est pas assez lisible. Est-ce qu'il faut contraindre les banques à en faire plus sur l'investissement à impact? Je pense que la contrainte est un mauvais driver. D'ailleurs, toutes les contraintes mises sur les banques depuis 2008, je suis en train de dire qu'elles n'étaient pas nécessaires. Hein. Et je pense qu'elles ont été trop loin et je pense l'incitation est plus forte que la contrainte. Et aujourd'hui, si c'est un système, le système bancaire sur lequel pèse tellement de contraintes que ça l'empêcherait presque de faire son métier parfois. Tu préfères être dirigeant d'une grande banque ou dirigeant d'une société de gestion? Je pense que c'est un problème de cycle de vie. Je pense que tu poses la question aujourd'hui, j'ai la réponse que tu imagines. Tu me reposes la question à 10 ans, je pense que la réponse est différente, mais je pense que vraiment, sincèrement, l'expérience m'apprend ça. L'âge aussi, c'est qu'il y a un temps pour tout. Toute autre question, est-ce qu'il faut choisir entre performance ou impact dans ses investissements? Je pense que l'un et l'autre sont indissociables. Il n'y a pas d'impact durable s'il n'y a pas de performance économique. C'est ma conviction. C'est une conviction ancrée en moi. Je pense même quand on lit les fameux rapports de Meadows en 72, là, on voit bien que en 1972, on voit bien que les externalités négatives peuvent l'emporter, mais il faut la performance économique malgré tout. Est-ce que tu es plutôt team beurre doux ou beurre salé? C'est un test pour savoir si tu es un bon breton. Moi, dans un hôtel, je me précipite toujours pour trouver le beurre salé. Si on n'a pas, c'est ma première déception de la journée. Ça y est, c'est bon, t'es validé. Est-ce que entrepreneur, ça ressemble à une forme de sport de haut niveau? Clairement, ouais. Clairement, entrepreneur. D'ailleurs, je pense que je fais toujours beaucoup de sport et je pense que je fais beaucoup de sport parce que je pense que être entrepreneur, c'est aussi être un sportif de haut niveau à sa manière. Est-ce qu'on devrait mettre en place un nouveau dispositif fiscal pour favoriser l'investissement à impact? Pourquoi pas, mais moi, je suis pas un grand fan je suis pas un grand fan. Quand ça existe, ça fait du sens, mais je pense que c'est pas ça qui doit guider notre action dans les transitions et l'impact. C'est plutôt la conviction qu'on a que si rien ne change, on aura des gros problèmes. Et ça doit guider notre action, avant tout. Avoir un driver fiscal pour un investissement, c'est rarement une bonne idée, je suis d'accord. Dernière question, est-ce qu'il pleut tout le temps en Bretagne? Il fait beau plusieurs fois par jour. Je pense que Vivaldi, d'ailleurs, a écrit les 4 saisons chez nous. Une bonne réponse. Je vais rebondir sur les sujets d'impact. Tu as parlé de conviction, ça fait la transition avec Épopée Gestion et rentrer un petit peu plus en détail sur ce que vous faites. Sur le côté, finalement, il n'y a pas à sacrifier entre l'impact et la performance. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu ce point-là? La grande tentation, c'est de dire qu'il faudrait renoncer à finalement avoir la performance économique pour être capable de traiter mieux les sujets d'impact écologique et d'impact sociétaux. En fait, je pense que le sujet n'est pas là. Je pense que la question, c'est de traiter la période intermédiaire. Je m'explique. Tout le monde est d'accord de passer tout le monde est d'accord. Globalement, en tout cas pour les gens qui raisonnent normalement, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut passer du point A au point B, le point A étant le point actuel et le point B étant un monde dans lequel on aurait des choses plus vertueuses qui préserveraient à la fois les ressources finies qui sont celles de la Terre, et je pense que maintenant tout le monde a compris ce qu'elles étaient finies, ces ressources, et deuxièmement qui serait plus protecteur d'une société dans laquelle on se retrouve un peu tous. Je pense que tout le monde est d'accord globalement là-dessus. Le problème, c'est que cette transition entre le point A et le point B, elle est inflationniste, si on revient sur le terrain économique. Inflationniste, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle suppose des investissements qui sont coûteux en ce qu'on appelle CAPEX, donc qui vont nécessiter des CAPEX importants et donc qui vont peser sur la performance économique des acteurs qui la mettraient en œuvre, et qui donc potentiellement ne sont pas soutenables pour eux. La population la plus caricaturale de ça, c'est l'agriculture. L'agriculture qui a beaucoup de transitions organisées, le gros frein pour elle, c'est pas la volonté qu'ont les agriculteurs forcément de le faire. C'est que si ils font les CAPEX qu'on leur demande de faire, leurs produits ne sont plus vendables à des prix supportables par ceux qui les achèteraient. Et donc le vrai sujet, c'est pas de renoncer à la performance économique, c'est de trouver un chemin pour accompagner les transitions qui permettent de financer des CAPEX, qui rendent les prix qui vont forcément être inflatés, soutenables demain pour tout le monde. Et c'est là où les acteurs financiers ont un rôle à jouer pour être ceux qui, à l'échelle macroéconomique, vont financer les transitions, qu'elles soient dans l'agriculture, qu'elles soient dans l'industrie,
qu'elles soient dans les énergies renouvelables, etc., etc. Donc c'est ça le vrai sujet, c'est pas la performance, c'est le financement de la transition. Et là, les acteurs financiers aujourd'hui ont un rôle à jouer. Tu me parlais il y a quelques minutes des contraintes réglementaires ou indirectement des contraintes réglementaires. Aujourd'hui, elles pèsent de manière, et je le dis comme je le pense, stupide sur les acteurs financiers censés financer les transitions, et en les incitant pas du tout à aller vers le financement des entreprises, des infrastructures, de l'immobilier parfois, parce que les contraintes réglementaires qui pèsent sur eux les font davantage investir sur les produits de taux obligataires, souvent la dette d'État, en venant financer les déficits des États. Donc c'est ça là, pour moi l'hérésie, elle est là. Elle n'est pas du tout dans l'idée d'opposer la performance à la durabilité. Les deux vont de pair. Est-ce que ça fait partie aussi des raisons qui t'ont poussé à lancer ta société de gestion? C'est finalement se dire que tu aurais plus prise sur les choses, une capacité à agir via ce fonds, enfin cette société de gestion, par rapport à ce qui était possible au sein de la banque, parce qu'effectivement, comme tu l'évoques, il y a des contraintes réglementaires prudentielles. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a des obligations de fonds propres sur certains produits qui font qu'on est obligé de détenir un minimum de produits, on va dire safe, de type obligation. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une limite qui est imposée aux banques. Et tout ça, ça vient de ce qui s'est passé en 2007-2008, de la crise, ça a été très renforcé. Donc, on comprend la logique, mais c'est vrai qu'il y a aussi parfois des critiques aujourd'hui de certains acteurs qui expliquent, comme tu viens de le dire, que c'est une contrainte trop forte pour les banques et que ça les empêche à financer un certain nombre de projets. C'est une des raisons, effectivement, c'est pas la seule, c'est une des raisons, tout en sachant que nous, nos grands investisseurs, on n'a pas que les investisseurs institutionnels, assureurs, banques, mutuelles, on en a quand même pas mal, on a aussi des particuliers. Nos grands investisseurs ont eux-mêmes ces contraintes. Donc, quand ils investissent chez nous, ils regardent finalement ce niveau de fonds propres ou de liquidité qu'ils vont mobiliser pour venir investir chez nous. Messieurs, pour faire une petite digression par rapport à ça, je trouve qu'aujourd'hui, pardonne-moi l'expression, mais on marche sur la tête. On marche sur la tête pourquoi? 2008, tout le monde s'en rappelle, quel que soit son métier, il y a eu effectivement ce qu'on peut appeler une crise financière, des excès peut-être du secteur financier et donc des contraintes réglementaires qui sont venues peser davantage sur lui. Depuis, ces contraintes ont cessé d'augmenter de telle sorte qu'aujourd'hui, au moment où nous aurions besoin vraiment, fortement, de financer des transitions écologiques, sociétales, et que les acteurs financiers, assureurs notamment, banquiers, pourraient, via leur bilan, être une grande manne de financement de ces transitions, en proposant y compris d'ailleurs des produits à leur clientèle qui les intéresseraient. Ça, je pense qu'aujourd'hui, Il y a une demande de la société pour ça. une demande de financer des actifs proches d'eux, voire proches de chez eux. Et vraiment, j'insiste, le temps est fini où les gens étaient très heureux d'avoir les actifs investis au Japon, aux États-Unis. Voilà, c'est terminé. Les gens disent pourquoi pas. Je veux aussi savoir que je finance des choses, des cargos à voile à l'Orient, si on pense à des investissements qu'on est en train de faire nous pour financer des lignes maritimes entre Le Havre et New York, je sais pas, de l'effacement d'énergie pour économiser l'énergie. Tous les gens ont envie de financer ça. Mais au moment où ils ont envie de faire ça, les proxys qu'ils utilisent, qui sont les assureurs et les banques pour le faire, sont eux-mêmes limités dans leur capacité de leur proposer. Parce que la réglementation les empêche de le faire. Mais attention, l'hérésie ne s'arrête pas là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qui se passe? Ces grands plans de financement dont nous avons besoin, comme c'est très compliqué de le faire passer par les acteurs financiers, assureurs mutuels, parfois, on met des plans en route, comme Tibi, par exemple, pour ceux qui connaissent, qui sont des plans incitatifs des assureurs pour venir financer l'innovation. Parfois, on fait ça, mais parfois, on fait autre chose. Parfois, c'est l'État lui-même qui porte ses plans de financement sur son budget. Comme son budget est déficitaire, il s'endette. Comme il s'endette, il va s'endetter auprès des assureurs qui portent la dette des États. Le serpent qui se mord la queue. Oui, moi, j'appelle ça le syndrome Big Mac. Parce que quand tu as du cholestérol, avant de te faire prendre des médicaments anti-cholestérol, on peut te dire d'arrêter de manger des Big Mac. Et bien, de la même manière, avant de recourir à de l'endettement des États pour financer les grands plans de transition, on pourrait desserrer la bride qui pèse sur le coût des assureurs et des banquiers en termes réglementaires pour qu'eux-mêmes financent davantage ces transitions écologiques et sociétales, évitant que l'État vienne les financer par un endettement auquel aurait recours davantage. C'est ça qu'on pourrait faire. Et c'est ça qu'il faudrait faire, davantage. Et ça, on ne le fait pas. Et je trouve que pour moi, c'est des grandes hérésies de l'époque dans laquelle on vit. Au moment où on a vraiment le plus besoin de mobiliser l'argent, qui n'est pas un problème, l'argent il existe. Il y a 2500 milliards d'euros d'assurance vie en France qui ne demandent qu'à être investis pour une bonne partie sur ces transitions et qui ne le sont pas assez à mon goût. Le message est passé. Malheureusement, à titre perso, je pense que c'est pas l'orientation qui est prise par les régulateurs, mais bon, on verra. Malheureusement, mais et tu sais pourquoi? Parce que tout à l'heure, tu me demandais comment on crée un fonds d'investissement. Et je t'expliquais qu'on a d'abord créé une société avec une intention stratégique, une vision. Je pense que le drame dans lequel nous vivons aujourd'hui, sans faire de la politique, parce que c'est pas du tout mon propos, c'est qu'il y a un hiatus entre l'intention politique et la réalité de ce qui se passe d'un point de vue pratique et notamment d'un point de vue régulation. Il y a l'intention politique, je pense sincère, au niveau européen, en France minimum, mais au niveau européen, de financer les transitions. Mais les outils qui existent pour le faire, que sont les assureurs et les banques, sont bridés dans leur capacité à le faire. Donc quand tu n'alignes pas tout, je suis pas en train de parler d'ingérence politique dans la politique de la Banque Centrale Européenne, mais quand dans le mandat de la Banque Centrale Européenne, tu ne donnes qu'une
orientation qui est la maîtrise de l'inflation, mais que tu ne donnes rien d'autre, qui pourrait être, pourquoi pas, l'accompagnement des transitions, etc., bah, tu arrives au résultat qu'on évoque. Tu arrives à un résultat dans lequel tu crées une action de la Banque centrale européenne qui n'est pas cohérente, à mon sens en tout cas, avec celle que le politique voudrait voir menée par les financiers. Pour en revenir au sujet d'impact, j'avais une question sur comment on mesure concrètement l'impact. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as parlé de transition, donc j'ai compris plutôt la transition climatique. Qu'est-ce que tu mets derrière le thème impact? Alors pour moi, l'impact, c'est bien plus large que ça. Bien sûr, il y a tout ce qui touche aux transitions écologiques, c'est évident, mais il y a tout ce qui touche aux transitions sociétales. Je le dis de manière relativement simple. Nous, on a appelé ça chez nous, d'ailleurs sous l'égide de la directrice de ESG qui s'appelle Zoé, on a appelé ça ESGT. ESGT pour ESG territorial. Pourquoi? Parce qu'on pense que les territoires sont une des meilleures réponses aux grands enjeux économiques, écologiques et sociétaux, puisque si, de manière macroéconomique bien sûr, tu aides des entreprises à se créer, les aider veut dire les financer, les accompagner, se créer de l'emploi, créer de l'emploi autour, parce qu'on sait qu'une entreprise crée de l'emploi autour d'elle, faire vivre des villes et des villages, puisque des gens qui seraient embauchés dans une entreprise, et qui travaillent, qui génèrent de l'emploi autour, vivent dans les écosystèmes dans lesquels sont ces entreprises. Si tu fais ça, tu crées finalement un écosystème vertueux dans lequel, de manière macroéconomique encore une fois, les gens travaillent plus près là où ils vivent, consomment plus local, et donc tu améliores à la fois des éléments qui sont, on va dire, autour du bilan carbone, tu améliores les choses autour du confort de vie, de la qualité de vie, et donc tu améliores la récréation de richesse dans les régions, donc tu améliores en fait tous les paramètres sur lesquels on voudrait voir agir les acteurs qui investissent aujourd'hui. Mais il s'agit simplement d'une démarche pragmatique simple. Moi, tu sais, je te dis ça d'un trait rapide. Quand je suis rentré après mes études de Paris en 1995, je me suis installé dans une petite commune du Nord Finistère que tu ne connais certainement pas, dont j'ai parlé souvent d'ailleurs quand j'avais à prendre la parole ces dernières années, qui s'appelle Plouvien. Tu ne connais pas Plouvien, j'imagine. Non, je ne connais pas, désolé. Voilà. Et mes camarades de promo à l'époque disaient on passera le voir. J'avais inventé un slogan qui dit Plouvien, on n'y passe pas, on y vient, parce que personne n'y passe, effectivement, il faut y venir. Et à l'époque, pourquoi je te dis ça? C'est une commune qui comptait 3500 âmes, dans laquelle le maire de l'époque, Christian Calvez, avait la bonne idée de vendre des terrains communaux pas chers à des jeunes couples comme moi et mon épouse, pour qu'ils s'installent, fassent construire, permettent à ce maire de faire rester l'entreprise, la CIL, que tu ne connais peut-être pas, qui fait les yaourts Malo, les jus de fruits plein fruits, qui fait 800 millions de chiffre d'affaires, qu'elle reste sur sa commune, qu'il puisse faire ouvrir une supérette, une boulangerie, bref, qui crée un écosystème vertueux autour de lui pour que demain, cet écosystème reste dynamique. Ben, nous, notre thèse, à l'échelle macro, c'est ça. Et cette thèse-là, elle répond aux enjeux écologiques, elle répond aux enjeux sociétaux. Parce qu'effectivement, la petite boulangerie qui va continuer à exister va peut-être faire vivre le meunier qui est pas très loin, va peut-être faire vivre je ne sais quel petit artisan pas très éloigné. Et ça, pour moi, c'est le pragmatisme qu'il faut avoir. Donc, je suis pas pour le retour arrière au phalanstère de Fourastier, hein, loin s'en faut, mais je pense qu'avec un peu de bon sens, on revient à des choses qui sont assez efficaces. Et donc, on a bien compris la démarche et la notion vraiment d'ancrage local qui est très importante pour vous. Et concrètement, comment vous vous assurez de ça? C'est-à-dire comment vous sélectionnez quand on vous envoie des projets, vous avez une grille de lecture, comment vous vous assurez que tous les projets correspondent à finalement ce que tu viens d'indiquer? Bon, d'abord, on nous les envoie parfois, mais on les cherche surtout, parce que c'est surtout ça qu'on fait, c'est qu'on va les chercher nous-mêmes. Donc, c'est le gage, effectivement, de screener ce qui correspond bien à ce qu'on a envie de faire. Et puis ensuite, on essaie de mettre en place un alignement complet. C'est-à-dire on considère qu'on est dans une démarche de progrès. C'est-à-dire qu'on n'est pas sanction a priori. Un transporteur routier n'est pas forcément blacklisté chez nous. On n'en fait pas, il se trouve. Mais par contre, ce qui compte, c'est est-ce qu'il est capable de s'inscrire dans une démarche de progrès qui l'amènera, je donne des exemples qui sont juste pour l'exemple, avoir une flotte qui soit moins polluante, avoir une flotte peut-être électrique, avoir une optimisation de ses circuits de transport qui limite son empreinte carbone. Nous, c'est ce qui nous importe. Je veux pas comme des censeurs, on se veut comme des gens qui aident à progresser. Alors, bien sûr que nous avons des secteurs dans lesquels on n'ira pas, etc. Je vais pas m'attarder là-dessus, mais je pense que c'est important de le dire. Et puis, une fois qu'on a dit ça, on essaie d'aligner tout le monde, depuis nos participations jusqu'aux équipes des POP gestion, en faisant la chose suivante. Chaque investissement chez nous, qu'il soit une entreprise, bien entendu, ou une infrastructure immobilière ou infrastructure classique, a une trajectoire ESG à 5 ans, sur laquelle on bâtit, en accord avec le management ou le porteur de projet quand il s'agit d'infra ou d'immobilier, des KPI sur lesquels on se met d'accord. Et dans les 5 ans, tu as N KPI à respecter qui vont notamment te permettre d'avoir une récompense, ce qu'on appelle parfois, tu sais, les manpacks ou en tout cas les mécanismes d'incitation du management qui, au-delà des indicateurs financiers que tu auras, qui va être le rendement de l'investissement, seront les indicateurs qualitatifs sur lesquels on te jugera. Donc, on bâtit d'abord une stratégie à 5 ans qu'on suit et chacune de nos participations est suivie au semestre sur ces indicateurs. Premier point. Deuxième point, une partie de ce qu'on appelle notre commission de surperformance, ce qu'on appelle le CARID dans le jargon des fonds d'investissement, donc qui est en fait la surperformance que l'équipe de gestion chez nous aura si jamais le travail était bien fait. Une partie de ce CARID, au moins 30% aujourd'hui, est indexée sur les indicateurs ESG qui sont en cohérence avec nos participations dans nos fonds. Deuxième élément.
Troisième élément d'alignement, 80% des équipes chez nous sont actionnaires du capital des Popé Gestion, ce qui est une manière de garantir, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas de favoriser l'alignement dans la durée des équipes. Et quand je dis dans la durée, la moyenne d'âge chez nous, c'est 30 ans. On a des gens qui ont moins de 30 ans qui sont actionnaires de la boîte. Donc, c'est de montrer à quel point cet alignement est très, très fort. Quatrième élément, l'entreprise à mission, plutôt comme une résultante d'ailleurs que comme une volonté. C'est parce qu'on a fait ces 3 premiers éléments qu'on a décidé de prendre ce statut, qui quelque part nous donne une vision un peu long terme de ce qu'on fait. Et cinquième et dernier élément d'alignement par rapport à tout ça, on a créé un fonds de dotation qui est alimenté par une partie de nos frais de gestion, notre caride et de notre résultat, 20% de notre résultat depuis 5 ans, qui vient financer des commerces de proximité pour être en cohérence avec notre thèse, qui est celle que je t'illustrais par la fameuse commune de Plouvien tout à l'heure. Donc en fait, on essaye d'abord d'aller chercher les dossiers nous-mêmes et à chaque fois leur construire une trajectoire de progrès, pas en mode censeur. Je dis pas qu'on n'élimine pas des dossiers quand on voit qu'on sera incapable de les accompagner dans cette trajectoire, ça arrive. Mais on essaye quand même de construire cette trajectoire avec eux. Et quand on l'a fait, on la suit et on aligne tout notre écosystème, les boîtes et nous-mêmes, par rapport à cette trajectoire. Voilà comment on fait. C'est simple, mais c'est très efficace. Et donc, tu as évoqué que donc, parmi vos partenaires, il y avait évidemment des investisseurs institutionnels. Tu as évoqué les banques et les assurances. Tu as aussi parlé des investisseurs particuliers. Donc, justement, si on est intéressé par ça, si on a une conviction ou on veut que notre épargne soit investie en partie dans des sujets qui ont du sens, dans des sujets d'impact, donc, et qu'on veut potentiellement te contacter, comment ça marche? Est-ce qu'il faut un minimum d'investissement? Est-ce que ça s'adresse qu'à certaines personnes? C'est quoi les conditions? Alors d'abord, la genèse de ça, en un mot, c'est que quand on a lancé Popé Gestion et au fur et à mesure, on s'est aperçu que effectivement, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens veulent investir dans les choses proches d'eux, voire proches de chez eux, était une réalité. C'était une réalité. Et on s'est dit comment on peut répondre à ça? Parce que nous, on avait une cinquantaine d'entrepreneurs au-delà des grands instituts qui étaient autour de nous. Et c'est des gens qui mettaient des tickets, on va dire compris entre 100 000 euros et quelques millions d'euros. C'est pas accessible pour tout le monde. Voilà, exactement. Donc comment on a fait? Simplement, on a fait les choses de manière assez simple et basique. On a d'abord on a recruté quelqu'un qui lui aujourd'hui va dans les réseaux CGP, de banquiers privés, pour la clientèle qui est susceptible. C'est pas non plus toute la clientèle, et je te dirai tout à l'heure comment on fait pour le reste de la clientèle. D'investir 100 000 euros minimum, d'accéder à nos fonds d'investissement dans l'hôtellerie, dans l'infrastructure et dans d'autres classes d'actifs. Et ça, les gens peuvent y accéder, d'abord en passant directement par nous et sur le site internet, d'une part. Deuxièmement, par les réseaux de CGP, de banquiers privés, pour ceux qui effectivement sont équipés. C'est une modalité pour le faire. Puis la deuxième manière de le faire, qu'on a commencé à faire aujourd'hui, elle est double. Pour l'assurance vie, notre fonds infrastructure est référencé en assurance vie, accessible à quelques centaines d'euros maintenant depuis quelques semaines, avec Suravenir, qui ont un travail et protège prochainement d'autres assureurs. Donc ça veut dire que tout à chacun qui a un contrat dont l'assureur est Suravenir, mais le distributeur multiple, il y en a plein de distributeurs des contrats Suravenir. Et il s'appelle comment ce fonds, excuse-moi? Il s'appelle Épopée Climat Infra 1. D'accord, moi je mettrai ça en description. Et ce fonds donc est accessible à partir de quelques centaines d'euros, alors que normalement c'est un fonds qui est accessible à plusieurs millions d'euros depuis maintenant quelques semaines. Et donc tout à chacun peut investir via son contrat d'assurance vie. Ouais, donc vous avez eu cette volonté d'essayer de descendre au minimum le seuil pour finalement embarquer le plus de monde possible. Exactement, et ça va continuer d'ailleurs dans les nouveaux fonds qu'on lancera demain. Et puis on a un autre véhicule qu'on a pour le coup qui n'est pas propriétaire, mais dans lequel on travaille sur l'immobilier. En fait, on travaille avec une société qui s'appelle Yomoni, d'ailleurs que je connais bien parce que j'ai contribué à son lancement, voilà, quand j'étais chez Arca. Et donc Yomoni a une SC immobilière dont nous sommes le gérant aujourd'hui, qui s'appelle YIMO. Et donc dans cette société immobilière qui est accessible par la même manière à quelques centaines d'euros pour n'importe quel client qui aurait un contrat Yomoni. Eh bien, on gère de l'immobilier territorial comme on le gère pour les grands instituts que j'évoquais tout à l'heure. Et on va continuer tout doucement à démocratiser de plus en plus les produits qu'on lance. Et systématiquement maintenant, avec nos équipes, quand on lance un nouveau produit, on se pose la question de savoir si c'est un produit qui peut intéresser la clientèle dite retail, hein, c'est pas très joli, mais c'est comme ça qu'on dit. Et si ça peut l'intéresser, qu'est-ce qu'il faut aménager éventuellement dans le produit pour que ce soit accessible pour elle, que ce soit dans les frais, que ce soit dans le montant minimum d'accessibilité, que ce soit dans le support, compte titre, un PEA, une assurance vie, le cas échéant. Donc systématiquement, on se pose cette question. D'ailleurs, on est très heureux d'ailleurs de constater que finalement, parce que c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas des choses qui seraient réservées aux grands investisseurs et des choses qui seraient réservées aux petits investisseurs. Ça nous concerne, tout le monde est concerné et tout le monde a envie d'apporter sa pierre à l'édifice. Si en plus, ce sont des thèses d'investissement qui sont rentables, il faut le proposer au plus grand nombre. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Et justement, j'avais une dernière question là-dessus. Alors, avec le recul que vous avez, parce que tu as expliqué que ça avait été lancé en 2020, en termes de performance, qu'est-ce que ça donne? On a évoqué tout à l'heure une question justement sur une forme d'arbitrage entre l'impact et la performance. Tu as dit que toi, tu avais une conviction que ça allait de pair. Est-ce que tu as des chiffres à nous donner?
On va te donner quelques chiffres. Alors, sur le venture capital, c'est toujours compliqué parce que le venture capital, comme tu le sais, tu investis dans des startups quelques centaines de milliers d'euros et tu vois, c'est pas très liquide et donc c'est à la fin que tu vois si vraiment ça a marché. Mais je peux quand même dire qu'on a fait quelques sessions des multiples supérieurs à 2 depuis qu'on a lancé nos fonds, pardon. On a 80 millions d'euros sous gestion en venture capital. On a 2-3 opérations de sortie qui sont en cours, qui sont sur des multiples très, très, très significatifs. Donc la thèse est démontrée, j'ai envie de dire, en région, être capable de dire que pour des boîtes qui bossent dans l'innovation, le digital notamment, où Internet est important, mais où finalement les mètres carrés sont moins chers, le turnover est plus faible, les salaires sont moins élevés, mais les conditions de vie plus intéressantes. Faut pas être grand clair pour dire que si on fait ça bien, il y a de la valeur à créer. Et d'ailleurs, un des meilleurs exemples que je connaisse, si ce n'est le meilleur, c'est Fortuneo. Là, à l'heure où je te parle, je suis dans mon bureau en Bretagne, mais Fortuneo, ces bureaux sont à quelques centaines de mètres. T'es proche de la maison. Que voilà, donc, et Fortuneo, personne ne sait, mais voilà. Donc c'est une thèse qui fonctionne et qui a fonctionné bien avant qu'on lance ses propres gestions. Donc ça fonctionne bien. En CapDev, qui sont les PME, on a un portefeuille d'une dizaine de lignes aujourd'hui. On a eu une casse sur une ligne, mais toutes les autres lignes se comportent très bien. On a des sessions en cours avec des multiples envisagés supérieurs à 3, donc qui montrent bien. Et il y a des gens qui, pour autant, ont une trajectoire ESG démontrée. Et sur l'assurance vie, il y a des chiffres à communiquer. Tu as assez de recul ou c'est trop tôt encore? C'est un peu tôt, mais pour donner un ordre d'idée, les projets embarqués sur notre fonds d'infrastructure, qui est quelque part sur lequel on a le plus de recul, sur les projets qui ont atterri aujourd'hui, puisqu'on le connaît, sur l'infrastructure, le côté magique. L'infrastructure, pour ceux qui ne connaissent pas, on achète un actif, on met un contrat long en face avec la contrepartie qui est locataire de l'actif quelque part. Et ce contrat long, on a une visibilité sur 10 ans à peu près de ce qu'il va rapporter. Aujourd'hui, on sait dire que sur le portefeuille d'actifs que nous avons aujourd'hui engrangé, on a un TRI, qu'on appelle ça un taux de rendement des opérations à terme de l'ordre de 14% brut. Ce qui veut dire à peu près 11,5-12% net. Donc, ce qui est plutôt très bon. C'est solide, c'est résilient en plus que l'infrastructure est très résiliente. Voilà. Et sur l'immobilier, pour finir, notre vaisseau amiral, qui est notre fonds de rendement qui fait 300 millions, a un TRI depuis son origine, 21, de l'ordre de 7,5%. Ce qui, par les temps qui courent, est pas si commun que ça. Très bien. Eh ben, écoute, merci pour tous ces éléments. Je mettrai quelques éléments que tu as indiqués en description pour les éditeurs qui pourraient être intéressés. Comme ça, ils pourront aller voir ou vous contacter pour en savoir plus. Avec grand plaisir. Je te propose tout de suite, Ronan, qu'on passe aux 3 dernières questions traditionnelles de fin de podcast. La première, est-ce que tu peux me recommander un livre que tu as lu et qui t'a inspiré? J'étais tel vieux jeu quand je vais te dire ça, mais c'est un livre qui m'a inspiré, qui me suit encore. Il ne faut pas y voir d'ailleurs une dimension forcément que spirituelle ou d'engagement dans ce que je vais dire, parce que c'est un écrivain qui était marqué de cela, me semble-t-il en tout cas. Moi, j'ai un livre qui m'a accompagné depuis que j'ai 18 ans, que je garde toujours. D'ailleurs, je l'ai donné à ma fille en lui disant que c'est quelque chose qui est de temps en temps intéressant à lire. Moi, voilà, je recommande Les Pensées de Pascal, parce que Les Pensées de Pascal ont cette double intérêt d'être à la fois un bouquin dans lequel on trouve des choses assez intéressantes pour qui veut bien réfléchir, y compris le sujet du moment d'ailleurs. Si on lui demande le sujet de durabilité, on y trouve des choses très intéressantes. Et deuxièmement, qui est un livre constitué de fragments, comme tu le sais sans doute. Et donc, ça veut dire que c'est un livre qui n'a pas besoin d'être lu de la première à la dernière page. On peut se plonger à la 100e page, à la 50e, selon son état du moment, son état d'esprit. Et je trouve que c'est un livre c'est un livre qui m'a beaucoup inspiré, qui m'inspire encore aujourd'hui, dans lequel je trouve régulièrement des choses qui, dans ma vie de tous les jours, et y compris professionnelle, peuvent être utiles. Voilà. Je t'avoue que je l'avais lu il y a longtemps. Je pense que j'étais pas très mature, on va dire comme ça, quand je l'ai lu. Donc, ça serait intéressant que je le relise maintenant. Et j'achète quasiment tous les livres qu'on me recommande. Donc, voilà, je vais l'acheter. Comme ça, je te ferai un feedback. Tu peux y aller. Merci pour la reco. Deuxième question. Si tu pouvais prendre du recul, revenir en arrière dans le temps, 10 ans, 15 ans, quel conseil tu donnerais à Ronan? Je sais pas, c'est toujours difficile de déconseiller. Je sais pas, je lui dirais peut-être deux choses. Deux choses que je lui dirais peut-être. Je lui dirais peut-être de ne pas avoir peur tant que ça de se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que ça me trottait déjà dans la tête à l'époque et que tout va bien se passer, entre guillemets, parce que ça a quand même été une boule au ventre pendant quelques mois, et c'est légitime, d'ailleurs, heureusement, qu'on a cette boule au ventre, sinon je pense qu'on est moins engagé. Ça, c'est une des choses que je lui dirais. Puis une deuxième chose que je lui dirais, tout en ayant conscience que si j'ai fait ce que j'ai fait, c'est aussi pour ça, je lui dirais peut-être ne néglige pas l'essentiel. Voilà. Je lui dirais peut-être ça aussi. C'est-à-dire tes proches. Exactement. Très bien. Et la dernière question, est-ce que tu pourrais me recommander un expert de la finance que je devrais absolument inviter dans le podcast? Et d'ailleurs, avant que tu répondes, je précise que je propose vraiment aux gens qu'on me recommande de venir parce que tu as toi-même été recommandé par Olivier Landrevi. Donc, pour les plus fidèles auditeurs du podcast, c'était le 2e épisode de la première saison avec Olivier. Et donc, il m'avait effectivement donné ton nom. Et parce que je te connaissais déjà de réputation, j'étais ravi de te contacter pour te proposer de venir. Et je te remercie encore d'avoir accepté. Écoute, il y a un nom qui vient spontanément. Quelqu'un que j'adore. J'ai plein de gens que j'apprécie, bien sûr, par définition. Quelqu'un
quelqu'un que j'adore dans le domaine de l'investissement, que j'ai rencontré grâce à Pierre Kosciusko-Morizet il y a maintenant une quinzaine d'années, que je trouve à la fois sympa, c'est une qualité indispensable à mes yeux. Plus je vieillis, plus je me dis que je ne veux Tu veux bosser avec des gens sympas. que les gens que je trouve sympas et qui je trouve brillants, au risque de le faire rougir, mais vraiment brillants, et qui a fait des choses dans la tech, notamment dans l'investissement dans la tech, précurseur dans notre pays. C'est Jean-David Chamboredon, que je trouve qui est le DG d'Isaïe aujourd'hui, qui est le DG historique d'Isaïe, après que Pierre Kosciusko ait créé Isaïe avec lui. Donc il y avait Auriel Ohayon à l'époque, il y avait également Geoffroy Roux de Bézieux, et de mémoire, il y avait Stéphane, également patron de Sarenza. Et voilà, c'est un mec, pardon mon expression, que je trouve top. Et vraiment, c'est quelqu'un qui a une vision remarquable, une analyse des choses que je trouve toujours très pertinente, quel que soit le domaine, bien sûr dans son métier, mais pas que. Voilà. Très bien, mais écoute, je prends la reco, je ne le connais pas en toute transparence, donc je vais me renseigner. Merci beaucoup, Ronan. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu as un message ou un sujet qu'on n'a pas évoqué, que tu voudrais donner aux auditeurs? Bon, il y a pas de sujet, il y a pas de reco, puis j'ai pas envie d'être le grand, celui qui donne un peu des conseils à tout le monde. Par contre, il y a une chose que je redis maintenant régulièrement, parce que je me rends compte, on m'a souvent posé la question, on me pose souvent la question de savoir qu'est-ce que je pense qui a fait que les choses ont plutôt pas trop mal marché pour moi, si tant était que on peut qualifier des parcours professionnels comme ça. Et en fait, de plus en plus, et notamment quand je m'adresse à des gens jeunes qu'on embauche, que je croise, je leur dis une chose toute simple que je t'ai dite déjà tout à l'heure, mais que je répète parce que je pense vraiment que c'est important. Je pense que la grande qualité qu'il faut avoir, me semble-t-il, dans la vie professionnelle, quand on évolue dans des activités dans lesquelles on n'a que des gens qui ont la tête bien faite et qui ont envie de s'engager, c'est de laisser la chance à la rencontre. Je pense que ça, c'est important. Je pense que dans sa vie professionnelle, ce qu'il faut faire le plus, c'est accepter de rencontrer des gens. Quand on vous sollicite, accordez un minimum de temps, un quart d'heure, 10 minutes, une demi-heure, aux gens qui vous sollicitent. Il ne se passera peut-être rien. Mais parfois, et moi j'en ai été le témoin, ces rencontres fortuites, rapides, naissent des grandes aventures, des grands changements dans votre carrière professionnelle ou dans votre vie tout court d'ailleurs. Il ne faut pas négliger de faire ça. Donc je pense qu'effectivement, le point clé pour moi, c'est laisser sa chance à la rencontre. Et je pense qu'avec ça, on fait pas mal de chemin dans sa carrière professionnelle. Super Rocco, mais écoute, merci beaucoup Ronan, c'était très intéressant. Je suis sûr que ça aura beaucoup intéressé tous les auditeurs du podcast. Et donc je vous dis à tous, à très bientôt. Salut. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu fais partie de mes plus fidèles auditeurs. Alors je te dis un grand merci. Avant de partir, je te donne 2 to-do. D'abord, si tu as aimé cet épisode, laisse-moi un avis 5 étoiles sur ton application de podcast préférée. Ça m'aide vraiment à faire grandir le podcast et à te proposer un contenu toujours plus qualitatif. Ensuite, partage cet épisode à au moins 3 personnes de ton entourage qui sont intéressées par le monde de la finance ou qui ont besoin de s'y intéresser pour mieux comprendre le monde qui les entoure. Pour me contacter et accéder à encore plus de contenu, tu peux me retrouver sur LinkedIn. Je publie chaque semaine 2 posts qui décryptent l'actualité financière. Tu peux aussi t'abonner gratuitement à ma newsletter mensuelle publiée sur Kessel Media. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode.